Comme ça a été expliqué dans l'introduction de ce cours, nous allons étudier, analyser le rapport entre la nature d'un pouvoir politique et le type de configuration du territoire et de l'espace. C'est un voyage, je vous invite à un voyage, ça va peut-être durer pendant quelques semaines, 8 cours maximum, minimum. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de vous raconter un peu comment l'espace national marocain a été construit. Comment on est passé d'un espace particulier, d'un espace fragmenté, à un espace national. Et donc, notre fil conducteur, il y a deux fils conducteurs. Le premier, il est abstrait, c'est l'espace, le pouvoir et la société. Et le deuxième, il est, on va dire, vernaculaire, c'est-à-dire, on va utiliser des mots locaux. L'espace et le territoire sont des concepts utilisés par les sciences sociales. Par territoire, je désigne l'étendue, la portion sur laquelle un groupe, une communauté, un État exerce son contrôle juridique et politique. Donc le territoire, ce n'est pas uniquement l'espace, le territoire, c'est un espace construit juridiquement et construit politiquement. Donc le fil conducteur théorique, c'est espace, pouvoir et la société, et le fil conducteur, on va dire, le guide local, ça va être les concepts et les mots vernaculaires, qui ont toujours un rapport avec l'espace. Bled Siba, Bled Mkhzen, le mot bled réfère à un espace, il réfère à un territoire. Nous avons également des mots comme Trab al-Qabila, le territoire de la tribu. Nous avons le Watan, qui va venir après, un concept, une notion qui va venir après, qui est en rapport avec la construction de l'espace national. Donc nous avons, ça va être des entrées, c'est très important, je suis anthropologue, les entrées locales, les mots locaux, ça peut être le baraka, ça peut être le sihoul, ça peut être... Ces mots locaux et ces concepts locaux sont nos entrées vers les représentations politiques de l'espace. Il est très difficile d'étudier l'espace et le pouvoir sans le vocabulaire, sans le sens que les gens, que les acteurs politiques donnent à cet espace, à ce territoire. Donc la construction de l'espace national est un processus qui est long, on va le voir, qui est complexe. Il est à la fois politique, on va insister beaucoup plus sur ça, parce que pouvoir, société et espace, mais il est également juridique. Par exemple, le passage d'un espace juridique local, où il y a la coutume, le droit local, vers un droit national, vers un espace juridique national qui recouvre tout le territoire national. Il est idéologique. Le mot Watan, le mot Umma Maghribiya, on va le voir, ont essayé, les intellectuels nationalistes ont essayé à travers ces mots de créer un imaginaire qui correspond à un territoire qui n'est plus le territoire tribal ou le territoire Bled Siba ou Bled Mkhzen, etc. Donc voilà, c'est un processus long, nous avons essayé un peu de le découper en phases, en plusieurs phases, mais également en plusieurs thématiques. Cette construction, j'ai oublié de le dire, elle est économique, mais bon, je ne suis pas économiste, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je ne vais même pas le signaler, mais bon, bien sûr, la construction, l'infrastructure, la géographie économique également, est très importante dans la construction d'un espace national, d'un espace national, d'un territoire national. Donc, nous allons insister sur la dimension politique, la dimension juridique et la dimension idéologique. Nous commencerons par l'État traditionnel et son rapport à l'espace. Donc, l'objet de ce cours aujourd'hui, c'est quels sont les rapports entre l'État traditionnel, très simplement pour le Maroc, l'État précolonial, et la configuration de l'espace, et la nature de l'espace et du territoire qu'il contrôle. Nous allons
partir de deux points de départ, si vous voulez. Le premier, il est théorique, où j'essaierai d'expliciter ce qu'est le type idéal, ce qu'est le modèle de l'État traditionnel, abstraction faite de telle localité, de telle culture, etc. C'est une sorte de présentation des traits caractéristiques de l'État traditionnel. Que ce soit à Bali, que ce soit en Europe, ou que ce soit en Amérique latine, peu importe, quelles sont les caractéristiques de l'État traditionnel pour pouvoir comprendre par la suite qu'est-ce que c'est que le makhzen, l'appareil makhzenien, et qu'est-ce que c'est qu'également cette diptyque, ou ce couple Bled Siba et Bled Makhzen. Non, pour moi, l'entrée théorique, enfin, j'essaie un peu en tant que chercheur, mais également en tant qu'enseignant, pour à chaque fois affronter, comparer le concept lui-même théorique qui est utilisé par des non-marocains à l'échelle internationale, mais également avec un concept local qui est le makhzen. Il faudrait qu'il y ait un va-et-vient entre des concepts théoriques, généraux, abstraits, et des concepts également abstraits, mais des concepts locaux, qui appartiennent à une culture donnée, à un temps donné, à un espace donné. On ne peut pas comprendre le makhzen ou makhzen siba comme ça, comme si c'était une exception. Comme il n'y a que le Maroc où il y a un État traditionnel, il n'y a que le Maroc où il y a un territoire divisé, etc. J'essaierai un peu de vous montrer quel est le rapport entre le type, la structure et la culture de l'État traditionnel et le territoire qu'elle contrôle. Alors, pour l'État traditionnel, il y a plusieurs auteurs qui ont théorisé ça. Max Weber, à travers l'État patrimonial et l'État traditionnel, mais également Clifford Geertz et d'autres. Donc, vous aurez un peu la bibliographie. Je ne vais pas vous bombarder de bibliographie, j'essaierai un peu de me limiter à la dimension beaucoup plus théorique. Alors, l'État traditionnel, première caractéristique que j'aimerais que vous reteniez, l'État traditionnel n'a pas la capacité administrative, humaine et financière pour concentrer le pouvoir, pour contrôler un territoire large, pour contrôler tous les hommes qui habitent ou toutes les communautés qui habitent ce territoire. Ça, c'est une limite qui est une limite matérielle, financière et humaine. Donc la tendance de l'État traditionnel est souvent ou généralement pour la dispersion territoriale, beaucoup plus que pour la centralisation territoriale. Ça, c'est un principe structurel qui dépend, je vais le développer, qui dépend d'abord de l'armée, de la force militaire, mais qui dépend également de la nature de la bureaucratie, d'accord, et de l'appareil bureaucratique de l'État traditionnel. Donc, le premier principe, c'est que l'État traditionnel était écartelé entre une force centripète et des forces centrifuges, les pouvoirs locaux. Donc l'État traditionnel était entre les deux. Il ne pouvait pas avoir le contrôle total de son territoire. Et on va voir comment, par quel biais, l'État traditionnel essaie de contrôler son territoire. Pas de façon spatiale, pas de façon territoriale. L'une des caractéristiques, c'est la deuxième caractéristique que j'aimerais partager avec vous, c'est que le pouvoir, dans un État traditionnel, s'appuie sur un réseau de relais personnels et non pas institutionnels. Et je vais essayer d'expliquer cela. C'est très important. Relais personnel et pas institutionnel. Nous pouvons par la suite le faire, bon, mais vous pouvez le deviner. Chaque fois que je parle d'État traditionnel, vous pouvez deviner les caractéristiques de l'État moderne. Ce que je dis de l'État traditionnel, on peut l'inverser et trouver que l'État moderne est s'appuie beaucoup plus sur les institutions que sur les personnes. Mais je vais vous donner des exemples, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des exemples pour illustrer tout cela. Alors, le pouvoir de l'État traditionnel s'appuie sur un réseau de relais personnels et non pas sur des institutions. Et
la bureaucratie, c'est très important de décrire ce qu'est le personnel bureaucratique de l'État traditionnel. Et c'est très important pour notre thème sur le Makhzen et sur la division Blad al-Makhzen et Blad Siba. Alors, le personnel, Max Weber parle de direction administrative, mais on peut parler de direction administrative comme on peut parler de bureaucratie, mais bureaucratie à la traditionnelle, pas bureaucratie à la moderne. C'est-à-dire des gens qui travaillent de façon relativement continue au service d'une administration, qu'elle soit centrale ou locale. Alors la première, enfin pas la première, mais ça c'est en vrague, on peut commencer par la dernière caractéristique, ça ne changerait pas grand-chose. Donc le personnel bureaucratique n'est pas recruté selon ses compétences, mais selon sa proximité du pouvoir. Vous êtes proche du pouvoir, vous allez être vizir, vous allez être ministre, vous allez être chef militaire, vous allez, etc. Donc il n'y a pas l'État traditionnel, c'est un État qui est beaucoup plus basé, et ça c'est un peu la caractéristique transversale, basée sur le personnel, sur l'interpersonnel, je le répète, et pas sur l'institutionnel. Donc première chose, ce n'est pas vos compétences qui font que vous êtes Katib Diwan, Amil Oumana, etc. etc. Mais c'est votre proximité du sultan ou du pouvoir en général. La deuxième caractéristique, qui va rester jusqu'à peut-être l'indépendance, c'est que le personnel bureaucratique ne touche pas un traitement fixe et régulier en espèces. Il est indemnisé de différentes sortes, ce n'est pas la peine, il y a plusieurs manières d'indemniser les qaïds, etc., en les laissant prendre les taxes, etc. Mais il n'y avait pas cette idée que celui qui travaille pour l'État, pour l'administration, a un salaire fixe, 15 jours, un trimestre, peu importe, régulier et en espèces. Donc il est payé souvent en nature, de façon très, très irrégulière. L'autre caractéristique, c'est que les charges administratives ne sont pas distribuées en fonction des compétences. On a déjà dit qu'ils ne sont pas recrutés pour la compétence, mais même les charges administratives. Et donc ça dépend du bon vouloir du sultan ou du bon vouloir du vizir, etc. Il n'y avait pas une... Et donc l'idée, pour résumer, vous avez deux caractéristiques culturelles et structurelles. La première, c'est la faible capacité financière, etc., matérielle. La deuxième, c'est l'absence du monopole au recours des armes, ce que Max Weber appelle le recours à le monopole de la violence légitime. Il n'y avait pas, pour l'État traditionnel, il n'y avait pas ce monopole au recours aux armes. Ça, c'est sur le plan militaire qui est très important pour un espace, pour contrôler un espace et pour créer un espace national. Le deuxième, c'est, je le répète, c'est la faiblesse institutionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'institution. Dire le bniqa pour le Makhzen ou dire le fief pour un féodal, etc., c'est des institutions. Mais ce sont des institutions qui sont faibles. Donc la faiblesse institutionnelle, l'omniprésence des relations interpersonnelles. Et donc, lorsque vous juxtaposez ces deux caractéristiques, une incapacité ou une faible capacité militaire à contrôler un territoire, une faible capacité administrative, qui est basée sur les relations interpersonnelles, vous allez obtenir un faible contrôle du territoire. Donc l'État traditionnel, pour notre cours, peut être caractérisé par le fait qu'il n'exerce pas ou qu'elle exerce un contrôle limité sur son territoire. C'est ça le plus important. On peut parler de plusieurs caractéristiques, mais le plus important, c'est la conséquence, c'est l'effet par rapport au sujet qui nous intéresse, qui est le rapport
entre un État traditionnel et son territoire. Donc la conséquence, l'effet que j'aimerais discuter avec vous par la suite, c'est qu'il y a un territoire, mais ce territoire est faiblement, il y a une limite, si vous voulez, au contrôle de ce territoire. Donc voilà pour la dimension théorique que je m'excuse, elle est un peu brève, nous pouvons y revenir par la suite dans la discussion, dans le débat, parce que tout ce cours n'est qu'une entame pour débattre avec vous. Donc l'essentiel, également, c'est ce qui va venir après avoir vu ce cours, ou regardé ce cours de façon plus précise. Alors, maintenant que nous avons une idée de ce qu'est l'État traditionnel, une petite idée de ce qu'est l'État traditionnel, on va voir si cela va nous aider à comprendre le Makhzen, qui est un État traditionnel, mais également Blad al-Makhzen et Blad Sib.